Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission socio-politique donnée face à la rédaction. Comme de coutume, nous allons aborder l'actualité démocratique du Congo qui est dominée par la communication de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui est sorti de son silence pour la première fois depuis 6 ans. Cette prise de parole ravive les tensions et réactive les lignes dans les paysages politiques congolais. Aussi, nous allons aborder l'affaire Moutamba. Comme vous le savez, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, conteste la procédure initiée contre lui par le procureur général près la Cour de cassation. C'est l'essentiel de l'actualité que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité qui s'appelle M. Jonathan Tioka. Il est cadre du parti politique Alliance pour les changements. Je vous ai bien présenté, monsieur. Effectivement, monsieur Isaac. Alors, je ne serai pas seul, je serai toujours accompagné de Rachel Kasseka. Alors, pour commencer, monsieur Jonathan Tioka, parlez-nous un peu de l'Alliance pour le changement, votre parti. Comment ça se porte? Le parti Alliance pour le changement se porte à merveille, notamment, comme vous pouvez le constater, et assez récemment, on a célébré le 3 ans d'existence du parti. On a réussi effectivement à rassembler plusieurs autres formations qui se sont alliées à notre démarche. Et aujourd'hui, nous sommes dans une position de prétendre mettre en place une vraie machine politique pour affronter les élections qui arrivent. Alors, quelle est la particularité de votre parti politique? Est-ce que nous nous rappelons que l'honorable Jean-Marc Abound était à l'IDPS? Après l'IDPS, il a eu à avoir son propre parti. Quelle est votre particularité? Bon, écoutez, la question me semble un peu complexe, mais je vais essayer de me rapprocher selon ma compréhension. Vous savez, la particularité, moi je dois dire aujourd'hui, la particularité c'est sur les qualités des individus. On peut avoir une bonne idée, on peut le coucher mieux sur un papier, mais dans l'effectivité, c'est là où se trouve la particularité. Je vais donner un exemple simple. Si on doit parler de l'honorable Jean-Marc Abound, le président national de l'Alliance pour le changement, vous avez vite constaté que c'est quelqu'un qui s'est démarqué du régime en place, notamment par le fait qu'il a pris la décision de se retirer de ces régimes, donc de se dissocier de ce que nous appelons aujourd'hui la bande des jouisseurs. Et ça, c'est une particularité. Ça atteste avec force, avec puissance, que nous sommes dans une démarche qui consolide d'abord les intérêts du peuple, les intérêts généraux. Mais certains peuvent dire aussi qu'il s'est retiré parce qu'il a été désavoué au sein de l'UDPS. Certains Congolais peuvent penser de la sorte. Bon, après, comment on fait? Nous sommes, n'est-ce pas, aspirants de la démocratie, de l'état des droits. Si on peut donner la parole à tous, candide de la pensée, chacun a le droit de réfléchir. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à l'IDPS? Ça, c'est une question très intéressante. Pas seulement à l'IDPS. Ce que nous reprochons au régime Tshisekedi, ce que nous reprochons au régime en place, au pouvoir en place, c'est l'incapacité et l'incompétence notoire. Je vais vous donner un exemple. Heureusement que c'est prévu sur les lignes, on va y revenir. Le discours de l'ancien chef de l'État. Ah oui, nous allons en parler. Oui, effectivement. Oui. Je n'entre pas dans le vif, mais j'essaie un peu de m'accointer. Essayez de faire une évaluation de la République démocratique du Congo il y a 6 ans. Peut-être que nous ne voyons pas des choses dans sa dimension la plus gravissime, mais si nous faisons un pas en arrière avec un peu de recul, nous pouvons constater effectivement que c'est le régime de Tshisekedi qui a donné à Kabila, qui était désavoué déjà quand il quittait le pouvoir, c'est le régime Tshisekedi qui lui a donné la possibilité, qui lui a donné la voix, qui lui a donné une tribune pour s'exprimer. Vous comprenez? Quand Kabila partait, on est tous d'accord, c'était tous les Congolais, les factions politiques, la société civile, les églises, toutes les communautés parlaient d'une seule voix. Nous voulons une alternance à la tête de l'État.
Mais dès que Tshisekedi a accédé, de manière d'autant plus douteuse, et de manière encore plus douteuse, il arrive à faire son second mandat. Ce n'est pas ce qu'affirmait votre chef de parti à l'époque. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas ce que M. Kabound disait lorsqu'il était président intérimaire du j'aurai l'occasion d'interviewer l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est très ouvert aux questions. Peut-être qu'il va vous donner son... Mais moi je me réfère seulement... Moi je suis au cadre de l'Alliance pour les changements. Et ici c'est pas l'IDPES. Parce qu'à l'IDPES, apparemment il faudrait enlever son cerveau avant d'entrer. Ici on réfléchit quand même. Ici, même dans l'effectivité de notre démarche quotidienne, nous imprimons et nous exprimons les valeurs de base d'une démocratie, notamment la liberté d'expression et de pensée. Nous sommes dans une famille politique, nous sommes dans un parti politique, il y a des lignes à suivre, mais aucunement on nous a demandé à suivre une pensée unique. Et aucunement on nous a mis des mots dans la bouche pour les exprimer de manière unique. Alors là, vous dites qu'à l'IDPS, on est le mot dans la bouche, si on essaie de vous comprendre, si on essaie de comprendre votre pensée. Oui, je vais vous donner un exemple. Le mode opératoire de l'IDPS, depuis des années, n'est-ce pas que ça a toujours été de l'intoxication. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, avec un président qui n'arrive pas à gérer le pays, avec tout ce que vous avez, que ce soit des mandateurs, que ce soit en tout cas un régime défaillant. Leur faiblesse se cache derrière quoi? Derrière des intoxications. Un moment c'est Kabila qui bloque la machine, un moment c'est Kagame, un moment... En tout cas, il y a toujours un bouc émissaire avec l'IDPS. Mais pourtant, c'est justifiable. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le pays est agressé. Là, il faut le reconnaître. Et ça veut dire que l'IDPS, le pouvoir en place ne dispose pas de tous ces moyens pour gouverner le pays normalement. C'est là où vous êtes trompé. D'abord, la question de l'agression. Moi, j'ai compati avec nos frères de l'Est. Nous voulons que la paix se retrouve. Même la question de l'agression à l'Est du pays, c'est aussi une question de point de vue. Qui amène l'agression? Qu'est-ce qui fait l'agression? Parce que d'aucuns diront que c'est nos frères qui se sont rebellés à l'Est du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gouvernements parallèles. Nous avons l'Alliance Fleuve Congo à l'est du pays. Je pense que là, je vais tester que c'est qui nous agresse. Là, c'est testé. Ça, c'est la ligne à suivre. C'est les discours du gouvernement, de ceux qui nous dirigent. Qui n'est pas seulement du gouvernement, même la communauté internationale l'a reconnu. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de négocier sous la médiation des États-Unis avec le Rwanda. Qu'est-ce que vous appelez communauté internationale? Je sais. Sur la toile, j'ai vu beaucoup critiquer même la légèreté, peut-être pour ne pas dire le manque de profondeur sur la question de l'Est, partant du discours de l'ancien chef de l'État. Moi, j'ai compris ça. Joseph Kabila, c'est peut-être quelqu'un qui maîtrise encore mieux les questions régionales et sécuritaires. Et quand je vous dis que c'est une question de point de vue, croyez-moi, c'est une question de point de vue. À Kinshasa, tu parles d'agression, mais ceux qui sont à l'est du pays, ceux qui sont dans la rébellion ne parlent pas d'agression. Ils parlent peut-être d'une révolution, ils parlent peut-être d'une réforme. Mais c'est une révolution qui ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous dire que la RDC, les menaces ont commencé lorsque Tshisekedi est entré au pouvoir, mais ça fait plus de 30 ans que le pays est agressé? Écoutez, on va faire un effort. Il y a très peu de mots pour définir l'action du gouvernement en place ou du pouvoir en place. Et je vais essayer d'être un peu doux avec ça. Le pouvoir en place est simplement incapable de faire quoi que ce soit. Je vais vous donner un exemple. On a vu, une fois que Tshisekedi est au pouvoir, inviter les M23, chose qu'il a plusieurs fois niée, mais qui s'est avérée être vraie. Ici à Kinshasa, pour des raisons qui lui sont propres, que personne n'a su maîtriser jusque-là. À l'issue de leurs échanges, s'est dégagé certains accords qu'il n'a jamais su respecter, et c'est ce qui nous a amené à cette rébellion, une fois de plus. Or, vous vous rappellerez, sous Kabila, je pense en 2016, on avait déjà fini avec cette histoire de rébellion. Tshisekedi est le seul responsable de cette agression ou rébellion, que vous le vouliez ou pas. On se rappelle encore,
une fois de plus, une fois arrivé au pouvoir avec l'immaturité, l'ivresse du nouveau venant, il a invité ici Kagame qui n'était presque jamais venu ici, qui a été célébré par, comment on les appelle, les adeptes de l'UDPS. Vous étiez aussi, je crois, membre Non, je n'ai jamais été de l'UDPS, je ne le serai jamais. Mais on peut aussi dire que tout ça, c'était pour aller chercher la paix. La paix. Il y avait la paix, on avait la paix. Oui, mais c'était pour... Tu sais qu'il y a un pays en paix. Non. Je vais vous dire... Ok, dites-moi le contraire. Non, mais le pays n'était pas en paix. Ça va faire 30 ans que nous sommes menacés. Non. En tout cas, là, vous avez une petite période d'accalmie, mais ce qui est vrai... Non, aurait toujours été agressé. En tout cas, ne soyez pas dans des théories des complotistes, ok? Reconnaissez que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il n'y avait aucune agression. Le pays était en paix. Alors, si vous devrez vous remémorer le début de l'histoire des conflits qui opposent la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, dites vos 30 ans, vous avez le droit, mais reconnaissez effectivement que le pays était en paix. On avait des tensions au niveau interne qui étaient liées peut-être à l'émergence, à la croissance de notre démocratie, mais le pays n'était pas en guerre. Tshisekedi amène le Congo sur une table avec des concepts tels que win-win avec le Rwanda. Réfléchissons de manière sobre. Vous savez, le Congo a une très grande vocation qu'il peut jouer même au niveau de la région. Avec tout ce que nous avons comme ressources, nous pouvons devenir les bailleurs même de toute la région, pour ne pas dire de toute l'Afrique. Et si nous devons avoir des rapports avec le Rwanda, ces rapports-là doivent s'orienter dans ces cadres-là. Si nous pouvons bénéficier d'aide venant du Japon, de la Chine, des États-Unis, le Rwanda peut bénéficier d'une aide venant de nous. Mais nous n'avons aucune collaboration étroite à faire où on peut parler de win-win partant du fait qu'ils n'ont aucune ressource à partager avec nous. Et je vous dis, partant de cette conception, vous pouvez me ramener sur l'hypothèse du gaz du lac Kivu. Même dans ces formats-là, le lac est à notre propriété à 80%. Vous comprenez? Et nos dirigeants ont manqué cette intelligence. Je vais vous dire encore autre chose. Nous sommes un pays avec combien de voisins? 9 voisins. Imaginez ça, ce n'est que le Rwanda. Imaginez si chacun de nos voisins préparait un plan pour nous agresser systématiquement chaque année, chaque décennie. Comment est-ce que nous allons nous comporter? Est-ce que nous aurions encore la possibilité d'avoir un État? C'est vrai que le Congolais veut la paix, mais pas au prix de la dignité. Pas au prix de la dignité. Tous ces accords, qu'est-ce que c'est ce qui se passe à Doha, etc., peut-être que ce sont des accords, effectivement, les gens se sont lassés de la guerre, mais ça brade notre dignité, parce que nous ne pouvons pas mettre des coopérations internationales avec des pays qui n'ont pas des ressources à partager avec nous. Nous ne pouvons pas institutionnaliser le partage de nos ressources de manière libre et arbitraire comme ça. Et ça, il faudrait rajouter parmi les échecs du régime en place, les échecs de Félix Tshisekedi. Alors, monsieur Jonathan Dio, comme nous comprenons que vous avez beaucoup à dire, mais faute de temps, nous allons maintenant plonger dans notre sujet. Comme je venais de le dire, le président, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, a tenu une communication. Et d'abord, revenons un peu, parce que nous parlons aussi de la levée de ses immunités. Vous savez, dernièrement, le Sénat a déclenché cela. Mais d'abord, la procédure. Vous d'abord, comment est-ce que vous trouvez? Bon, écoutez, la loi est dure, mais c'est la loi. Ok? Et le fondement de toute nation sérieuse se repose sur le respect des textes. Nous avons mis en place ces lois-là. Nous sommes tous les 100 millions de Congolais, responsables de cette constitution. Cette constitution-là témoigne l'assentiment du peuple. La loi peut paraître injuste, c'est pour ça qu'il y a même des dispositions pour émerger. Il y a des modifications de loi, des modifications de constitution. Mais le contexte actuel ferme carrément cette porte-là. Nous devons respecter cette loi. Effectivement, parce qu'il y a dans cette même constitution un statut de l'ancien chef de l'État qui lui protège contre toute forme de poursuite.
judiciaire, etc., etc. Donc, partant sur une levée des immunités qui me paraît déjà inconstitutionnelle, partant du statut d'un ancien chef de l'État. Mais sur cette question, je pense qu'on doit surtout s'attarder sur une autre dimension. Une dimension historique et philosophique. Les nations ne se construisent pas que sur un carré de terre. Quand on parle de la nation, je me rappelle une fois, j'ai échangé avec les gens des fois kimbanguistes, ils m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que je pensais de Simon Kimbangu. Je lui ai dit, parmi ceux qui ont lutté pour que nous ayons un Congo, il y a ceux qui ont mené une lutte de l'intégrité territoriale, mais il y a certains qui ont lutté pour préserver l'âme de la nation. Vous comprenez? Et l'âme de la nation rentre sur les valeurs, les vertus de la nation. On ne peut pas avoir comme premier citoyen d'une nation quelqu'un de malhonnête. On ne peut pas avoir comme premier citoyen d'une nation un voleur. On ne peut pas avoir un président, même pas un président, un leader ne peut pas mentir à son peuple. Vous comprenez? Voilà. Si on doit s'attarder sur ces discours-là, moi, il y a quelques phrases qui me retiennent. Où l'ancien chef de l'État a insisté plusieurs fois sur le respect de la parole donnée. C'est ça, la vertu d'une nation. Au-delà des textes, face à des réalités que vous pouvez avoir en tant que gestionnaire, en tant que manager, etc., il y a des situations où il n'y aura pas de caméras pour vous. Il y a des situations où il n'y aura personne pour vous instiguer. Mais la vertu de la nation, nous devons en avoir. Et malheureusement pour nous, nous avons lutté pour la conservation de l'intégrité territoriale de notre pays, la conservation du Congo dans sa forme fabuleuse, mais nous avons perdu l'âme du pays. Et le mal dans tout ça, revenons d'abord à je vais citer la procédure selon vous. Non, il n'y a pas une procédure selon moi. La procédure, c'est selon la loi. Et je vous dis que carrément, au regard de ce qui est prévu dans la Constitution, je fais référence au statut d'un ancien chef de l'État, il ne pouvait être poursuivable de rien. Alors moi, comment expliquer que depuis plusieurs années, Joseph Kabila s'est tué juste après la levée des immunités, il sort enfin de son silence. En plus, 1-23. Voilà. Ouais, j'ai entendu... 23 mai. Non, M23. Ah ouais, les assimilations. Ouais. J'ai entendu beaucoup de gens dire que Jean-Marc Kabunda a quitté l'UDPS parce qu'on a pris ses carrés miniers. Corneille Nang est allé à l'Est parce qu'on a pris ses carrés miniers. Kabila parce qu'on a commencé à saisir ses biens. Monsieur Isaac, madame, pensez-vous que si quelqu'un devrait se révolter, si quelqu'un devait se rebeller, il devrait le faire pourquoi? Justement, ça peut aussi, les raisons que vous venez de citer là peuvent aussi en constituer une. Justement, c'est ça la question. Si le peuple devrait se soulever, ça serait pourquoi? Si le peuple, oui, c'est pour ses intérêts. Justement. Les intérêts du peuple. Donc, ça veut dire que l'émulation première pour aller vers une révolution, une révolte ou un soulèvement, c'est ça. C'est qu'on touche à nos intérêts. Pas forcément de manière individuelle ou globale, mais on touche. Et surtout, si c'est de manière injuste. Si l'on avait des carrés miniers, pourquoi il ne doit pas en avoir? C'est pas destiné aux Congolais. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont au pouvoir en place en possèdent. Vous comprenez? Ce sont ces types d'injustice. Permettez, vous me posez la question. Je suis en train de... Non, je n'ai pas dit qu'il va rejoindre les M23. Je suis en train de dire que... vous dites. Aujourd'hui, la nation se déchire parce qu'il y a des injustices. Alors, parce qu'il y a un clan... Effectivement, il a dit lui-même dans son discours qu'il est victime de plusieurs injustices et humiliations. On le sait tous, on connaît. On ne peut pas... J'ai toujours tendance à dire que le régime Tshisekedi, c'est un groupe de kamikazes qui a pris d'assaut l'État. Vous ne pouvez pas vous constituer en clan des jouisseurs et faire subir à tout celui qui n'est pas d'accord avec vous toutes les formes d'injustice qui existent. Notamment, pousser certains vers l'exil. Alors,
Le Congo nous appartient à nous tous. Vous venez de le dire ici que l'ancien Joseph Kabila est poursuivable. Voilà. Il n'est pas poursuivable au regard de ce qui est... Comment ça? Par rapport à son statut d'ancien chef de l'État, si vous avez une constitution, là, vous pouvez considérer. Mais c'est quand même... la loi dit que c'est la loi, c'est notre loi. Oui, bien sûr, mais c'est un sénateur. Et le Sénat a un règlement d'ordre intérieur. Voilà. Excusez-moi, on ne va pas faire la traduction de loi, des dispositions juridiques ici, parce que je dois parler sous réserve, je ne suis pas un technicien dans le domaine. Voilà. Mais ce que je dis, la loi est claire. On dit que l'ancien président de la République n'est aucunement poursuivable. Peut-être pas en ces termes-là, mais c'est ce qui est couché. Et c'est ce que nous retenons. Si vous voulez les soumettre à des interprétations, voyez. Les corrompus techniciens peuvent vous dire quelque chose. Alors, donc, Kabila est victime d'injustice. Nanga également. D'après vos dires. Écoutez, il y a une dimension aussi sécuritaire sur la question. Et ça, c'est l'apanage de l'État. Je parle de l'appareil étatique qui nous gère au quotidien. Si le régime Tshisekedi a estimé peut-être que Nanga a posé problème, il avait peut-être des accointances avec le mouvement rebelle où il voulait créer une insurrection, ça c'est autre chose. Mais nous n'avons pas tous les éléments de cette question. Ok? Et je ne vais pas m'attarder sur des questions sécuritaires que je ne peux pas complètement, complètement maîtriser. Permettez-moi, donnez-moi une minute. Parce que moi je vous dis, la rébellion, ok? Les tentatives de sécession, l'exil, tout ce qui amène le pays à se déchirer, c'est une question d'injustice. Une injustice que nous sommes en train d'observer jusque-là, que dans la classe politique, le peuple ne s'est pas encore mêlé de cette question. Et mon rêve, c'est qu'un jour le peuple s'est réveillé. Parce que quand vous êtes contribuable congolais, que vous le vouliez ou pas, même si vous n'avez pas un travail fixe, quand vous achetez une bouteille d'eau, il y a une part des taxations que vous, en tant que consommateur, vous supportez. Ça veut dire que vous contribuez à l'économie du pays. Et vous vous réveillez un matin, vous apprenez que ici on a volé autant, ici on a détourné autant, et qu'il n'y a jamais eu de justice véritable. Tôt ou tard, vous finirez par vous le rébeller. Quelle justice vous parlez? Quelle justice? Parce que nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a des procès. Il y a Tshisekedi, nous avons vu un directeur de cabinet du chef de l'État être jugé. C'est ce qui n'a jamais été fait dans le passé. Mais quelle justice vous voulez? Dans la logique pyramidale, quand on veut retracer le fond, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir ce qui est les bénéficiaires effectifs. Ok. Quelqu'un a été condamné, après un temps il a été innocenté. L'argent est où? C'est la justice. Où est l'argent? C'est la justice. L'argent est où? Bon. Demandez à Vital Kamerhe où est l'argent. Si aujourd'hui on dit que Vital Kamerhe est innocent, demandez à Félix Tshisekedi où est l'argent du peuple, où est l'argent du 100 jours. En plus, à cette époque-là, il n'avait encore il n'avait pratiquement pas exercé. C'est l'argent qu'il a trouvé dans les trésors publics. Demandez à Félix Tshisekedi où est l'argent du peuple, l'argent du 100 jours. Alors moi, j'aimerais aussi parler de l'honorable Jean-Marc Aboun, qui était fils stratégique ou qui est fils stratégique de Dispense délimité. Il était aussi ancien collaborateur de Félix Tshisekedi. Est-il possible qu'on le voie ensemble, qu'on voie l'honorable Jean-Marc Aboun et Félix Tshisekedi sur une même table de négociation? Est-il possible? Écoutez, madame. Et si ça doit être faisable, quelles en sont les conditions? Écoutez, madame, nous ne faisons pas une lutte qui se renferme sur nos petites personnes. C'est ça aussi une des particularités de l'Alliance pour le changement. Nous voulons répondre à un besoin de la population. Et ce n'est pas une politique centrée autour d'un individu, que ce soit Jean-Marc Aboun, que ce soit Félix Tshisekedi. Ce n'est pas ça notre démarche. Le président Jean-Marc Aboun s'est dissocié de Félix Tshisekedi parce que il ne pouvait plus poursuivre la même vision. Félix Tshisekedi était dans la jouissance et il a estimé que le peuple était abandonné. Au regard, on n'estime pas. On n'estime pas. Parce que nous savons, parce que s'il faut parler de jouissance, parce que là nous savons tous que Jean-Marc Aboun, lorsqu'ils ont
pris le pouvoir parce qu'il était aussi à l'UDPS. Nous savons tous comment est-ce qu'il est venu et comment est-ce qu'il est ressorti après. Je ne vois pas qu'est-ce qui vous fait mal dans ça, parce que vous savez que je parle clairement les biens qu'il a. Avançons, il a travaillé, monsieur, s'il vous plaît. Okay. Voilà. Il faut permettez que j'avance sur cette question. Ouais. Vous n'avez pas à avoir mal pour ça. Il n'y a aucune honte sur ça. C'est pas un sujet qui devrait être traité sous la table. Ok? Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec la configuration de nos structures qui dépiècent carrément les budgets. C'est pas difficile à reconnaître. En moins d'une année, permettez que je puisse avancer. Voilà. Ok? Avec sa position, on suppose qu'il est très bien payé. Il était très bien payé. Est-ce que vous pensez être... en tout cas, c'est une maison à Kingabo, au faubourg de Kinshasa. Oui. Vous comprenez? En tout cas, je n'ai jamais compris pourquoi que ça... Qui vaut combien? Vous avez évalué? Nous avons tous vu. Monsieur Isaac, je vais vous demander de vous en réserver parce que vous êtes un canal d'information et ce que vous transmettez devait être fiable. Mais ce que moi je suis en train de vous dire, si aujourd'hui... Quelle population? C'est nous qui parlons au nom de la population. C'est nous qui parlons au nom de la population. C'est nous les questions qui se posent. Les questions de la population. Si aujourd'hui vous avez ne serait-ce que... La population se pose cette question. Si aujourd'hui vous avez ne serait-ce que des soupçons que Jean-Marc Kabound aurait détourné l'argent de la République, que Jean-Marc Kabound aurait volé au trésor public, poussé, il a déjà été arrêté pour des faits d'ailleurs terre à terre, engager une procédure. Mais je vous dis que le monsieur a gagné sa vie. C'est effectif, il avait un salaire, il a travaillé pour la République. Déjà qu'il travaillait pour la République, il n'a pas hésité à monter au perchoir pour signaler que c'est inadmissible que les institutions de la République puissent consommer jusqu'à 70% du budget. On paye énormément. Comment? Il bénéficie parce qu'il n'a jamais renoncé à ses salaires. C'est salaire et avantage. Réfléchissons peut-être. Parce que nous avons vu, par exemple, sous donc ce même mandat, nous avons vu un député, par exemple, comme Délice Sanga, qui a renoncé à ses avantages parlementaires, donc au profit de notre armée. Bon, il pouvait aussi faire donc la même chose. Écoutez, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont dans la manœuvre, qui peuvent arranger les choses à l'intérieur, et il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui peuvent émettre des avis pour améliorer les choses. À l'époque, Jean-Marc Kabound est dans les systèmes. Il prend des dispositions, il fait des propositions de loi sur comment il y a un concept qu'il faut. Il fait des propositions pour voir dans quelle mesure on pouvait décélérer la consommation des institutions en termes de budget. Parce qu'effectivement, on a des institutions budgétivores. Il le fait à l'intérieur, vous comprenez? Il fait des propositions sur des réformes sur l'armée. À l'époque, il est fait à l'intérieur. Il essaie de structurer ces parties-là, l'UDPS. Il le fait à l'intérieur. Mais quand il n'est plus à l'intérieur, il n'est plus responsable de ce qui reste à se faire. Vous comprenez? Et aujourd'hui, dans sa casquette d'opposant au pouvoir en place, il ne peut qu'émettre ses avis pour le bon fonctionnement. On ne peut que critiquer l'action qui est mal exécutée. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant répondre à ma question? C'est de savoir si ça serait possible que nous voyions l'honorable Jean-Marc Kabound sur une même table de négociation avec Félix Tshisekedi? Pour le bien du peuple, bien sûr. Justement, c'est ça que je vous dis. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Félix, c'est un incompétent. Et pour nous, il doit quitter le pouvoir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec les allégations des Nanga et consorts, on apprend qu'il n'a même pas gagné les élections en 2018-19, je pense. Et nous savons, vous et moi, que assez récemment, c'était un simulacre. Il n'y a pas eu élection. Parce qu'il n'y avait pas de valeurs de base qui pouvaient faire de ça effectivement une élection. Mais il n'y a pas eu de contre-preuve. Hein. Comment? Il n'y a pas eu de contre-preuve. Non, non, mais ce serait méchant, mon frère. Vous êtes ici avec moi, au pays. Vous voyez comment est-ce que le pays n'est pas géré. Le pays est abandonné. Permettez-moi de poursuivre. Vous avez vu où on peut voter pendant 2 semaines.
Ça s'est fait ici. Permettez qu'on parte. Ça, c'est ce que vous dites. Non, moi aussi, permettez qu'on parte petit à petit. Parce que vous dites que je parle de contre-preuve. Le preuve, peut-être personne ne l'a balancé, mais c'était à la portée de tous. Où on se réveillait un petit matin, on voit Augustin Kabouya sortir avec des machines à voter de chez lui. On voit un tel. Vous savez tout ça. Ce sont des choses qu'on ne cache pas. Mais nous savons aussi que c'était pour la première fois que Kinshasa, un chef de l'État élu, être célébré. Nous avons connu des élections à Kinshasa, mais nous avons vu la liesse lorsque on a annoncé la nouvelle. En quelle élection Je parle bien sûr de l'élection... les plus récentes ou celles d'avant? Non, à cette époque-là, on a célébré autre chose. Peut-être que vous vous en souvenez. Ce que nous avons célébré, c'était l'alternance. Parce que nous avons, à un certain moment, nous avons sillonné les bureaux de vote en tant que journaliste. Nous avons vu que les gens... Là, j'étais candidat. Et ce que vous dites est faux. Ah bon. C'était pratiquement impossible que Félix Tshisekedi gagne les élections. Ah bon, ça c'est un autre débat. Écoutez, pour le besoin de l'émergence, on s'était tous mis d'accord qu'il y ait au moins alternance. Tshisekedi n'a pas été président pour lui. Sa personne n'a jamais convaincu qui que ce soit. Ah ben ça c'est ce que vous dites. Je vous le dis, c'est mes propos, c'est mes allégations. Oui, parce que nous voyons aussi au siège de l'UDPS, nous voyons des partisans venir là-bas tous les jours célébrer. C'est ça. C'est le chef de l'État. Une dimension plus philosophique que nous devons aborder. Vous savez, ce qui fait plus mal, c'est que nous sommes dans un pays qui se meurt chaque jour. Les populations souffrent de manière atroce. Mais vous allez voir, il y a toujours un mécanisme pour emmener les gens dans la distraction. Où un voleur peut se faire applaudir au Congo. Et vous, en tant que canal aussi d'information, vous devez nous aider à conscientiser notre peuple. On doit se réveiller. Quelqu'un qui a volé l'État, logiquement, on devait lui caillasser. Mais les gens chantent pour lui. La misère réduit notre peuple. Il n'y a plus de dignité. Dans un pays sérieux, quelqu'un qui vole l'argent du trésor public devrait être puni de manière très sévère pour qu'il ne puisse même pas penser à revenir en arrière. Mais ici, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Quelqu'un comme un ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, tient des propos très choquants sur la toile, sur les médias, en reconnaissant effectivement qu'ils ont pillé le pays. Mais le lendemain, le jeune désœuvré, le jeune qui souffre de chômage, qui n'ont même pas d'alternative de vie, se retrouve devant lui pour encore chanter. Nous devrons être un peu plus révoltés. Mais ça, c'est... D'accord, là, chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Face à la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Jonathan Dioka, qui est cadre au sein du parti politique Alliance pour les changements. M. Jonathan Dioka, nous allons avancer. Entrons maintenant dans le fond du sujet, dans le fond du discours de l'ancien chef de l'État. Comment est-ce que quelle analyse vous pouvez faire? La première des analyses, c'est comme j'ai essayé de l'aborder, c'est d'abord reconnaître que on n'est pas fort éternellement. Autrefois, c'était Kabila qui faisait la loi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Et demain, il y aura encore quelqu'un d'autre. Tshisekedi n'est pas éternel. Ses proches aussi ne le seront pas non plus. Il y a récemment une interview de l'ancienne première dame, Bobi Ladawa, qui se retrouve au Maroc, qui disait qu'elle n'a même pas une maison ici, au pays. Vous comprenez? Tout ça, c'est quoi? Le fruit de la mégestion. Si Félix Tshisekedi veut qu'après lui, qu'il puisse subsister, il doit essayer de s'écarter sur le monothéiste qu'il veut créer autour de sa personne. Les hommes passent, les institutions restent. Mais laissez Tshisekedi finir son mandat. Non, Tshisekedi n'a pas un mandat. Qui l'a donné un mandat? Le peuple. Quel peuple? Mais bien sûr. Bien sûr, il a été démocratiquement. Mais démocratiquement, madame, monsieur, permettez-moi de vous poser une question. Je sais que les questions sont vôtres. Est-ce que vous pouvez m'énumérer quelles sont les valeurs de base pour dire qu'il y a eu une élection réussie? Un processus électoral. Nous, ce que nous savons, il y a eu élection dans notre pays et vous avez décrié même l'élection de 2018, mais qui a été soutenue par votre président du parti. Vous savez pourquoi on met en place une loi électorale?
Vous savez pourquoi même le processus électoral est encadré par la Constitution elle-même? On n'a pas eu des élections. Félix Tshisekedi et sa bande de kamikazes. On comprend que vous vous acharnez contre le chef de l'État, mais non, moi je n'ai ni le moyen de pression, nous comprenons vos frustrations, mais rentrons un peu dans notre sujet, parce que là nous n'allons pas avancer. Un Congolais conscient, un Congolais qui a vécu ces élections, en tout cas, même si vous n'avez pas le droit de le dire comme ça, pensez-les doucement et sérieusement, il n'y a pas eu élection. Il y a eu un simulacre électoral, un théâtre organisé par le régime en place, une bande de kamikazes qui ont pris d'assaut l'État. C'est le propos de M. Jonathan Dioka, cadre de l'Alliance pour le changement. Oui, bien sûr, mais nous devons aussi avancer. Nous devons aussi avancer, M. Dioka. La preuve se répand sur ces sbires. Aujourd'hui, nous avons un ministre de la Justice qui est soupçonné de vol. D'ailleurs, on n'est même pas au niveau des soupçons, parce qu'effectivement, il y a traçabilité d'un détournement. Mais ne pensez-vous pas que Constant Moutamba est victime d'acharnement? Non, permettez-moi de dire, à ce moment, on ne pense pas, parce qu'il y a des éléments, ok? Et il y a des institutions qui travaillent sérieusement. Mais voilà, c'est hier aussi. Travaille sérieusement. Hier, il a abordé les sujets. En matière de finale, en matière de finances, le contrôle n'est pas toujours national, c'est ça la beauté. Il y a des institutions internationales, même en matière de transfert des capitaux. Vous voyez, il y a des référencements au niveau international. C'est là où ils se sont perdus. Constant Moutamba sous-traite avec une entreprise qui a été créée en mars 2025, le 29. Une entreprise qui a même pas un mois. Réfléchissons. Or, on dit, dans l'attribution de marché des gré à gré, il y a quand même un critérium. Notamment, l'entreprise devrait avoir une ancienneté minimum de 5 ans. L'entreprise devrait avoir une expertise, de l'expertise avérée dans la matière, c'est-à-dire c'est peut-être dans la construction, et l'entreprise devrait avoir déjà exécuté des projets similaires. Une entreprise que Constant Moutamba donne l'ordre de virement d'autant de millions, qu'il a comme capital social. Allons-y doucement, je suis en train de vous dire, c'est du vol. Quelle procuration spéciale? Voilà, vous savez l'avantage quoi? Ces gens veulent gérer le pays comme une petite boutique. Il y a exception. Mais je vais vous dire, Kabila, comme tant taillé, avait autour de lui des gens quand même intelligents. La loi n'est juste pas respectée. Nous avons une des meilleures des institutions. Nous avons plusieurs codes, plusieurs lois qui viennent suppléer. Parce qu'on ne dénonçait pas. La différence avec ce c'est qu'aujourd'hui, on peut facilement dénoncer les deux. Vous savez quand même qu'il y a des détournements. Aujourd'hui, un procureur poursuivre un ministre de la Justice, ça ne se faisait pas. Quand même, il faut encourager. Vous êtes élu de PES quand même. Laissez-moi parler, vous êtes quand même. Parce que là, vous voulez donner comme impression que lorsqu'il s'agit de autres, si ils ont aujourd'hui travaillé. On peut dire c'est une émergence. Sous Kabila, il y avait certains moments, on a vécu aussi dans la tyrannie, on a vécu dans la terreur. Mais à un certain moment, le peuple s'est pris en charge, on était tous dans la rue pour chasser Kabila. Nous avons les traces des luttes dans nos corps. On a été bombardés d'eau chaude. Pour que Kabila parte, pour qu'il y ait alternance, pour donner la chance à Tshisekedi comme il est là aujourd'hui. On veut avancer. Et ces avancées ne les mettez pas seulement sur le quota de Kabila ou de Félix Tshisekedi. C'est l'avancée aussi d'un peuple. Parce qu'on s'instruit davantage. Parce qu'on apprend davantage. Même comment vivre en démocratie. Ce que je suis en train de vous dire, nous ne pouvons pas aller en parallélisme, faute par faute ou faute pour faute. Constant Moutamba est cité pour affaire de détournement. Ce n'est plus à un niveau de soupçon. Dans un pays sérieux, il devrait démissionner pour se mettre à la disposition de la justice. Et pourquoi démissionner? Maintenant, c'est que je vous ai dit maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Non, arrêtez, monsieur, on est des grandes personnes, non? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le monde nous voit. Ici, là,
dehors, un peu partout. Les gens croient à ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Comment est-ce que Constant Mutamba peut ne pas se reprocher de ça? On a viré vers le compte du ministère de la Justice. Il y a eu affectation. Il y a des projets dont on parle. Vous parlez même qu'il y a eu une procuration pour une autorisation spéciale. Peu importe. Mais je suis en train de vous exposer la loi. C'est au Congo que nous voyons un ministre de la Justice qui ne maîtrise pas la loi. Un ministre de la Justice qui fait des fautes graves sur le domaine où il est censé être l'inspecteur premier. C'est grave. Et quand je vous dis que Félix Tshisekedi nous gouverne par défi, c'est ça les conséquences. Constant Mutamba, à la place de se mettre à la disposition de la loi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'opposer à la loi dont il est censé être garant. Donc, Mboka comme Mboka Yanko. Mboka comme Mboka Yanko. Alors moi, je veux maintenant prendre la part de la population. Parce que à l'époque de Kabila, dans le régime de Kabila, vous étiez sûrement dans la rue pour dénoncer ce que faisait Kabila. Et aujourd'hui, vous dénoncez ce que fait Tshisekedi. Demain, peut-être l'honorable Jean-Marc Aboun sera au pouvoir. Il y aura aussi de ceux qui vont vouloir peut-être dénoncer ce qui va se passer. Alors, quelle est la part de la population dans tout ce que vous, le politique, est en train de faire? J'aime votre question, madame. L'histoire de notre peuple est une histoire très triste. L'histoire de notre peuple, qu'on nous enseigne dans les écoles, en tout cas dans le format actuel qui est une émanation de l'occidental, une émanation occidentale, c'est une histoire très triste. Nous avons vécu les déportations, l'esclavagisme, la colonisation, et même cette forme de néocolonialisme que nous connaissons aujourd'hui avec une dépendance complètement économique. Nous connaissons l'agression, l'occupation, les guerres. Le peuple congolais, ce n'est pas quelqu'un qui devrait être dans la distraction. Je ne pense même pas que nous devrions être un peuple accueillant. Nous devrions être constamment fâchés, constamment révoltés. C'est ça la part du peuple. Si on ne se lève pas, ceux qui gèrent les pays vont nous mettre à la tête sous l'eau et on va rester ainsi. La peur est que ces pays se meurent. Parce que quand vous entendez des choses graves comme ça, il y a des scandales, même intimes, au sommet de l'État. Mais le peuple reste dans la distraction. Les églises jouent encore un rôle. Or, à l'époque, les églises réveillaient même les fidèles pour endormir encore davantage le peuple. C'est ça. Nous devenons tolérants. Nous devenons passifs. Pire même, nous devenons indifférents à ce qui nous tue. Et moi, je vous demande, en tout cas, nous sommes tous Congolais, d'essayer aussi de réveiller nos frères et sœurs dans ces cadres-là. Nous devons nous lever. Parce que je vais vous dire une vérité qui va vous faire mal. Le salut de ce peuple ne vient pas ni au pouvoir, ni de l'opposition. Kabila n'avait pas peur de l'UDPS. Hein. Ne vous détrompez pas. Kabila n'avait jamais eu peur de l'UDPS. Kabila a eu peur quand toutes les factions de la société s'étaient assemblées. Il y avait les églises, il y avait des mouvements citoyens. Nous tous, même affiliés à aucune formation politique, on était dans la rue. Et Félix peut faire les gros doigts avec ses amis politiques. Mais le peuple, personne ne peut dompter un peuple. Monsieur Jonathan Dioka, je rappelle que vous êtes cadre au sein de l'Alliance pour le changement de Monsieur Jean-Marc Aboun. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Malheureusement, c'est passé trop vite. Nous sentons que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais comme mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comme mot de la fin, c'est toujours revenir sur ces réarmements, les réveils. Nous devons nous réveiller. Une révolution sincère et profonde. Pas celle forcément avec des armes, mais une révolution de la pensée. C'est le seul salut pour ce peuple. Le peuple doit se prendre en charge. Le peuple doit être en mesure de regarder qui sont ses oppresseurs et se délier d'eux. Nous avons déjà vécu pire, mais nous pouvons garder notre dignité. Parce que c'est ça notre héritage, c'est ça notre avenir.
Ok, ce sont les derniers mots, le mot de la fin de Monsieur Jonathan Dioka, à qui nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, à vous aussi, merci de nous avoir suivis et nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir.